Bonjour à tous. Actuellement, il y a une question à mon avis qui est absolument essentielle. Est-ce que ce brouhaha politique, budgétaire, nos difficultés vont avoir une influence sur l'attractivité de l'investissement immobilier en France? Bon, question cruciale parce qu'après tout, toute cette instabilité ne risque-t-elle pas de dissuader chacun et chacune d'entre nous de réaliser les investissements qu'il avait prévus dans les mois et les années qui viennent? Cette question, elle est absolument incontournable. Et pour y répondre, moi j'avais un invité idéal, quelqu'un qui a été déjà invité sur Passion Immo, Frédéric Moreau. Alors, qui est Frédéric Moreau? Je le rappelle, c'est un spécialiste de l'accompagnement pour les expatriés qui souhaitent investir en immobilier en France. Alors, rien de tel que quelqu'un qui a ce regard extérieur, qui a ce recul, qui n'est pas installé en France, pour être très honnête, et qui accompagne au quotidien des personnes qui travaillent à l'étranger pour la plupart, mais qui souhaitent quand même réaliser des investissements. Alors donc, je vais lui poser un certain nombre de questions pour essayer de comprendre quel est l'état d'esprit de ces expatriés. Est-ce qu'ils se détournent de la France? Est-ce qu'ils continuent de réaliser des investissements? Est-ce qu'ils ont toujours des projets? Est-ce que finalement ils se laissent influencer par cette situation si particulière que l'on vit en France? Ou est-ce qu'ils ont le recul nécessaire pour finalement laisser ça un peu de côté et quand même réaliser leurs projets? Eh bien, on va regarder tout ça avec Frédéric Moreau, mon invité, Passion Immo. C'est parti. J'ai tout de suite pensé à toi quand j'ai commencé à mûrir un sujet qui est la situation actuelle, parce qu'on a une situation politique qui est ce qu'elle est, on a une situation budgétaire qui est ce qu'elle est, et puis en plus, s'ajoutant à tout ça, on a une incapacité, une difficulté à voter un budget avec des annonces qui ont été faites, puis qui pour le coup n'auront pas lieu. Enfin bon, voilà. Donc c'est un peu le bazar, pour le dire de manière très Joli. gentille. Voilà. Et puis, c'est le hasard du calendrier. Hier, on a appris que l'agence Moody's dégradait la note de la France. Et c'est intéressant de voir le communiqué de Moody's parce que l'agence de notation dit clairement on ne croit pas en la capacité en fait de la France à redresser sa situation, je résume, hein, à redresser sa situation dans les 3 ans qui viennent, en gros. Donc, on dégrade cette note. Alors moi, toute première question par rapport à ça, puisque tu conseilles des expatriés à investir en immobilier en France, est-ce qu'ils te parlent de tout ça ou pas vraiment? Bon, déjà, merci et bonjour Eric et bonjour à tout le monde. Merci de l'invitation et de l'accueil. C'est toujours un plaisir de te parler et d'organiser ça. Euh, donc, pour répondre concrètement à ta question, ça vient évidemment, ça vient de plus en plus un sujet. C'est inévitable, hein. Tout le monde en parle, les informations, les journaux. Donc, oui, on en parle. Maintenant, je pense qu'on en parle moins qu'en France, pour être assez honnête. On a des retours en interne, on a des retours avec les personnes qu'on accompagne, avec des personnes qui sont intéressées pour être accompagnées par nous. Donc oui, il y a des inquiétudes. Il y a des inquiétudes. Et en fait, et c'est légitime. Je veux dire, quand il y a une instabilité, c'est normal d'avoir une incertitude et d'avoir des doutes. Et c'est vrai que c'est pas forcément rassurant. Maintenant, moi j'essaye de toujours mettre les choses en perspective. C'est de ne pas être forcément bloqué de l'instantanéité. J'avais vu notamment il y a un livre une sociologue que j'avais un petit peu lu rapidement, qui était intéressant. Elle disait ça, en effet, on est vraiment surtout avec l'ère Internet, les réseaux sociaux, etc., on est vraiment dans cette ère-là. Donc, il ne faut pas non plus être bloqué par ça, parce que quand on met les choses en parallèle, alors oui, il y a des trucs qui vont pas bien, c'est-à-dire la dette, le pays est trop endetté, il y a une instabilité politique, comme tu l'as dit, hein. Ça, c'est vrai que c'est peut-être ça la chose la plus perturbante, on va dire. Hmm. Parce qu'en fait, du coup, ça rajoute de l'incertitude alors que la situation économique de base n'est pas top. Et donc, on sait, et c'est ce qui s'est passé avec le projet de loi de finances, comme tu as dit, en fait, il n'a pas pu être voté, motion de censure, donc en fait, et on ne sait pas ce qui va se passer. Bon, François Bayrou, Premier ministre. Donc, cette incertitude n'aide pas.
Maintenant, et c'est ça que je voulais rappeler, et en fait, en général, c'est ça le message. Quand on investit dans l'immobilier, on n'investit pas pour acheter un bien pour le détenir 2 jours. Donc, c'est un temps long. Ok? Et donc, ça, c'est quand même important à mettre ça en perspective. Pourquoi? Parce que oui, il y a une instabilité, de facto, politique. Euh, Maintenant, si on achète un bien immobilier, c'est pour le détenir à minima 7, 10 ans, 15 ans. Ok? Et donc, à partir de là, il faut prendre du recul et se dire, ok, est-ce que dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années, il y aura toujours une instabilité? Personne ne peut le dire, mais je ne l'espère pas. Une instabilité, par définition, normalement, c'est tout le temps temporaire. Mais donc c'est ce qu'il faut se dire. Après, il y a un autre sujet, c'est, ok, si on n'investit pas en France, où est-ce qu'on investit? Ou qu'est-ce qu'on fait? Alors Ok, ça, on va y venir. Ouais, à un voilà. moment. Ouais, Ok. on va y venir, Mais oui. c'est ça, en fait, ça, c'est une autre question. Ouais, Parce qu'en fait, en effet, si on veut investir, il faut bien, soit on fait quelque chose, soit on attend, ou soit on va ailleurs. Dans un autre ouais, produit, un autre actif même, pourquoi pas. ouais. Mais voilà, ouais. Donc en fait, tu veux dire que, avant qu'on analyse un petit peu plus la situation, tu veux dire qu'il ne faut pas se laisser happer et submerger par le commentaire quotidien. C'est un peu Ouais, ça, hein. ouais, 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 exactement. Ouais. ouais. Bah alors moi, j'ai envie de te rétorquer, oui, d'accord, mais alors les réseaux sociaux, ça aide pas? Non, bah ça c'est sûr que non. En plus, il y a tellement de choses polluantes, j'ai envie de dire. Moi, je fais exprès de faire très attention à ça. Enfin, moi, perso, à titre personnel, je fais attention de. Bah, déjà, je regarde jamais la télé. Ça, c'est un truc que je fais pas. Mais parce que je sais que ça va être des choses. Même quand il n'y a pas d'instabilité, c'est tout le temps négatif. C'est les informations, je veux dire, à la télé. Donc, Oui. moi, je veux pas polluer mon esprit. Maintenant, en effet. Non, mais enfin, je pourrais pas te dire qu'il n'y a pas des problèmes et je pourrais pas te dire ça. Maintenant, faut faire attention, faut mettre les choses en perspective. Il faut pas accroître plus enfin, il faut pas, comment dire, empirer la situation par rapport à ce qu'elle est. Elle est pas, on n'est pas bien. C'est pas la première motion de censure. De mémoire, je crois que c'est la deuxième dans l'histoire de la Cinquième République. La précédente, c'était en Voilà, 1962, c'est ça. mais dans des circonstances politiques différentes, puisque c'est le gouvernement Pompidou qui avait été renversé. Le général de Gaulle, dans la foulée, avait dissous l'Assemblée nationale, ce que l'actuel président de la République ne peut plus faire, puisqu'il l'a Ah ouais. fait au mois Ouais. de juin. Et la dissolution en 1962 avait, on va dire, voilà, remis les choses en place de manière plus claire. Bon, Ouais. voilà, donc on a une Là, c'est situation qui l'inverse. est pas tout à fait la même. Mm. Alors que là, c'est l'inverse. C'est sûr que la dissolution a créé cette instabilité. En fait, oui, c'est sûr que, et on n'avait pas besoin de ça. Mais Ouais, bon, c'est comme ça. Après, ouais, c'est, ouais. voilà, Alors, ouais. tu vois, moi, je vais être un tout petit peu plus nuancé que toi, si je peux me permettre, parce que, alors, sans qu'on parte sur de l'analyse politique, mais c'est intéressant, parce que moi, je pars du principe que même quand on s'intéresse à l'immobilier, ben, l'immobilier n'est pas complètement isolé de tout le reste, hein, il est dans un environnement politique, économique, etc. Alors, que cette instabilité ne dure pas 10, 15, 20 ans, je suis assez d'accord. Mais on est une donne politique qui est nouvelle. C'est-à-dire qu'en fait, toute l'histoire de la Ve République, c'est un fonctionnement assez simple. On a deux grands blocs qui, à des moments différents, quand ils remportent les élections, ils les remportent franchement et il n'y a pas d'équivoque. Voilà. Et là, on est rentré dans une période qui risque, je pense, puis il n'y a pas que moi qui dit ça, qui risque de durer quand même un certain temps. On n'a plus deux blocs, on en a trois. Et donc, il est beaucoup plus difficile de dégager des majorités quand on a trois blocs qui sont en permanence dans l'animation de la vie politique que quand on n'en a que deux. Ce qui fait que les 30 prochaines années sur le plan politique pourraient ne pas tout à fait ressembler aux 30 qui viennent de s'écouler. Voilà. Non, sur ce point, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une mutation de la politique en France, Mm. de par l'émergence d'Emmanuel Macron, qui a reconstitué, qui a pris une partie du bloc de gauche, une partie du bloc de droite, C'est pour ça. former une espèce de grand centre. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que du coup, bah, il y a deux extrêmes qui émergent. Parce que quand on pioche à droite et à gauche, on crée un centre, on crée un gros bloc. C'est ce qui Mm. s'est passé. Je te rejoins tellement. Et en effet, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passera dans la politique dans le futur? Tu nous dis, parce que voilà, je vais synthétiser ce que tu nous as dit tout à l'heure. Tu nous as dit, oui, effectivement, en France, il y a des difficultés, mais il faut aussi un petit peu s'extraire de ce commentaire au quotidien qui a tendance quand même à être extrêmement négatif. Alors,
On peut dire que quand même, on parle davantage d'aide, de difficultés budgétaires, de difficultés politiques depuis 3 mois à peu près. Je ne dis pas qu'on n'en parlait pas avant, mais c'est venu quand même davantage sur le devant de la scène. Ouais. Depuis 3, 4 mois, les personnes, les investisseurs que tu accompagnes, qui sont à l'étranger, qui veulent continuer d'investir en France, quel regard ils ont de manière extrêmement objective sur ce qui se passe chez nous? La grande majorité n'accorde pas une importance aussi grande qu'on ne l'accorde en France. Moi, c'est vraiment le D'accord. retour que j'ai dans tous les appels téléphoniques qu'on a avec des potentiels clients ou même avec nos clients. On a très rarement des retours ou des grosses inquiétudes. Maintenant, c'est une question qui apparaît. Avant, Mhm. évidemment, avant, elle n'apparaissait pas. Mais je dirais qu'il y a quand même il y a quand même une différence par rapport au traitement de la France. Enfin, j'ai l'impression en tout cas. Parce que, tu vois, à titre, enfin, nous, on reçoit environ, on passe environ, on est démarché environ par 100 expats par semaine. Ok. On a 100 appels téléphoniques avec mon équipe Mhm. qui eux-mêmes réservent sur les 100 appels téléphoniques de cette semaine. Alors, je les ai pas eu tous en tête, mais parce qu'on a des résumés, etc., je dirais qu'il y en a qu'une petite minorité, peut-être même pas 5%, où la question s'est posée. Donc ça, c'est quand même assez intéressant, et c'est là que je vois un décalage. Je vois un décalage. Alors, comment l'expliquer? Je ne sais pas vraiment, soit parce que on est plus loin, donc comme on dit, quand on est plus loin, on voit moins les choses, On peut-être. relativise peut-être On davantage, relativise oui. plus. Peut-être que aussi on est habitué à ce qu'en France, je veux dire, là c'est une motion de censure, c'est vrai que c'est exceptionnel. Tu le rappelais tout à l'heure, voilà. Mais en France, on peut pas non plus nier que la politique va super bien depuis 50 ans ou depuis 30 ans. Je veux dire, même s'il n'y avait pas eu de motion de censure dans le passé, euh, tous les présidents de la République précédents, il y a tout le temps eu des petits scandales, il y a tout le temps eu des... Il n'y a pas eu un consensus, on va dire, d'une énorme partie de la majorité, d'une énorme partie, pardon, de la population pour s'accorder, pour dire, ah, ok, là on a le bon gouvernement, là on a le bon président. Donc, c'est peut-être pour ça, peut-être une habitude aussi, peut-être une habitude. Et puis, peut-être, je sais pas, je pense aussi, alors, comment dire, c'est des personnes généralement quand même, quand on travaille à l'étranger, on habite à l'étranger, des personnes, pas toutes, mais qui ont fait des grandes études ou des études supérieures. Et peut-être que ça amène un peu plus d'éducation dans le raisonnement. Je dis pas qu'en France on n'est pas du tout éduqué, c'est pas du tout mon point, mais peut-être il y a un niveau d'éducation plus élevé par rapport à la moyenne en France, c'est ce que je voulais dire. Et de ce fait, peut-être qu'il y a une mise en perspective plus grande. Et puis, le dernier point où je voulais en venir, mais on abordera un peu plus tard comme tu me l'as demandé, c'était en effet, après il faut bien comparer les choses. Et donc quand on compare, on se dit, bon, peut-être que oui, c'est pas le top du top en ce moment, mais est-ce que c'est vraiment mieux ailleurs? Est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs? Et en fait, la conclusion, bon, je te la laisserai pour plus tard, mais tu vois vers quoi je me dirige. Donc peut-être que finalement, c'est pas si évident que ça, tu vois. C'est ça peut-être aussi, hein. Oui, alors, je vais te citer un exemple précis et tu vas me dire ce que tu en penses. Il y a un mois, j'avais fait un épisode où je répondais aux questions voilà, de mes auditeurs. Et, voilà. Et à un moment donné, j'ai eu un commentaire sous une vidéo de quelqu'un d'extrêmement véhément, comme ça arrive parfois sur les réseaux. Oui, vous n'y comprenez rien, ça démarre parfois comme ça, vous n'y comprenez rien, la France, il faut la fuir, c'est foutu, etc. Et il prenait l'exemple de Singapour en décrivant Singapour comme étant absolument merveilleux sur le plan fiscal, etc. Bon, ça c'était voilà, ça c'était le premier point. Ne connaissant pas la fiscalité applicable à Singapour quand on veut faire de l'immobilier, je suis allé un peu fouiller et je me suis rendu compte qu'elle était assez désastreuse, en fait, cette fiscalité sur Singapour, et absolument pas le paradis qu'il décrivait. Alors donc, donc je me suis interrogé, est-ce que c'était un troll qui venait là pour un petit peu pourrir comme on l'a parfois sur les réseaux? Est-ce que c'est quelqu'un qui se faisait une idée trop haute de ce qui se fait ailleurs au détriment de la France, d'où voilà la fameuse image que tu as donnée. On a parfois l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs, et puis en fin de compte, c'est pas toujours le cas. Et je rebondis en fait sur cette impression. J'entends autour de moi, je lis des commentaires de gens qui disent oui, de toute façon, il faut qu'on arrête d'investir en France, etc. Alors attention, je parle là ici
de personnes qui vivent et travaillent en France. Mhm. Et Mhm. voilà. Alors, est-ce qu'on n'a pas tendance effectivement à imaginer que tout est mieux ailleurs sur toutes ces questions fiscales? Ouais, moi, bah, question fiscale et même question bancaire, parce que c'est quand même un gros point, et Hum, question accessibilité. Moi, c'est les trois gros points, on va dire. Et moi, je pense que clairement, il y a un phénomène de mode lié à bah, le fait que la France ne va pas bien. On dit, bon, il faut aller ailleurs ou il faut aller investir ailleurs. Maintenant, quand on compare vraiment les choses, en fait, c'est pas mieux ailleurs, c'est même, je dis, généralement moins bien. Tu as cité l'exemple de Singapour, mais on pourrait citer d'autres exemples. L'Angleterre, typiquement, la fiscalité est assez catastrophique. C'est-à-dire hum. qu'en Angleterre, tu ne peux pas déduire le taux d'intérêt de ton emprunt, alors que c'est quand même une charge de base en immobilier Oui, ouais. déductible. Tu ne peux pas, dans beaucoup de cas, déduire les travaux, donc ce qui est un gros problème. Et c'est pour ça d'ailleurs que pour tous nos clients qui sont en Angleterre, on leur dit attention sur le régime et le mode d'exploitation quand vous investissez en France, parce qu'après il faut le déclarer dans le pays de résidence, et ça va être les règles fiscales anglaises qui vont s'appliquer par rapport au crédit d'impôt, etc. Et donc, bon, pour citer l'Angleterre, par exemple, c'est pas top. La fiscalité, bon, tu as cité Singapour, que je connais moins la fiscalité là-bas pour l'immobilier à Singapour, mais en final, euh, bon, le point de la fiscalité, c'est un point, mais je dirais que c'est même pas le plus gros point. Moi, je trouve c'est parce qu'en réalité, ça peut être parfois un peu mieux, mais ce sera pas beaucoup mieux, tu vois. Avec des régimes tels que le LMNP, alors évidemment, on va voir ce qui sera dans le futur. Mais c'est un régime, après, c'est en dessous de 23 000 euros de loyer, de recettes locatives, mais c'est quand même un régime incroyable. Et au monde, il y a, à ma connaissance, quasiment aucun pays qui a des régimes aussi lucratifs ou intéressants que le LMNP, par exemple. À Oui. titre en nom propre, je veux dire. Parce que Frédéric, je fais cette parenthèse pour ceux Ouais. qui nous écoutent. Certes, on a eu une loi le mois dernier qui a réformé ce type de location meublée, la fiscalité du LMNP, mais ça ne concerne que le régime micro. Le régime réel, il n'est pas touché en l'état. Et le régime réel, on est entièrement d'accord, il offre des atouts qui sont des atouts absolument considérables dans notre fiscalité française. Je pense que tu seras assez d'accord Ah ouais, totalement. Bah, c'est là-dessus. extraordinaire. On bénéficie d'un amortissement qui n'est pas repris à la revente. Rien que ça, c'est juste assez dingue, j'allais dire. Et par exemple, aux États-Unis, parce qu'on a étudié, tu vois, la fiscalité dans la plupart des gros pays où il y a des expats. Alors Singapour, pour le coup, je ne l'ai pas vraiment fait. Mais les États-Unis, par exemple, il y a un amortissement des biens immobiliers. Mais par contre, il est repris à la revente, typiquement. Donc, mais ce qui est logique en soi. En France, ça, c'est encore une exception. C'est bien quand on investit. Est-ce que ça durera dans le temps? C'est une autre question. Moi, pour le coup, je ne pense pas parce qu'en fait, c'est plutôt enfin, comment dire? C'est pas normal, quoi. C'est une anomalie, on va dire. Mais Ah, on profitons-en est tant d'accord. Oui, oui, tout à fait. Ouais. c'est juste ça. Mais du coup, donc la fiscalité, au final, quand on regarde bien, elle n'est pas forcément mieux meilleure. Alors après, il y a une fiscalité qui va être mieux ailleurs. Généralement, ça va être le taux d'imposition. En France, il y a une TMI qui est quand même assez inconséquente avec la CSG CRDS, mais ça, c'est pour les résidents. Mhm. Pour les non-résidents, nous, on a un taux d'imposition qui est différent. Mhm. Ok. On a le taux minimum de 20%, et ensuite, et après, on a un taux moyen qui est possible en fonction bah, de nos revenus étrangers, etc. 20%, et après, on a la CSG-CRDS, enfin, c'est même pas la CSG-CRDS qu'on appelle ça, c'est les prélèvements sociaux, en fait, tout simplement, qui sont, si on est dans l'Union européenne, ils sont de 7,5%, ce qui nous fait, en fait, une imposition potentielle de 27,5%, ce qui n'est pas si élevé. Ok. Non, tout à fait. Ouais. Par contre, si on est hors UE, d'ailleurs, c'est pas que l'UE, la Suisse et l'Angleterre bénéficient encore des 7,5%. Je Mhm. me demande Mais là, tu pourquoi. parles bien de l'imposition des revenus, hein, donc des Mais loyers. aussi du bénéfice. Mhm. Donc, il faut qu'il y ait un bénéfice. Or, généralement, quand on va investir dans l'immobilier, j'allais dire, on va tout faire pour ne pas avoir de bénéfice. C'est un peu sorti de son contexte. Ce serait vraiment, quelqu'un dirait, cette personne est vraiment idiote. Mais en fait, tu m'as compris, je pense. Oui, On oui, va oui. essayer d'avoir un déficit comptable pour avoir en fait une trésorerie positive, et ce qu'on appelle typiquement le cash flow dans le Mhm. langage courant. Et voilà. Et donc, en fait, on n'aura pas de bénéfice concret avant 5, 6, 7, 8, 9 ans. Ok. Donc ça, c'est une chose. Et donc c'est important de le comprendre. Et pour l'auto-imposition, quand on est non-résident, généralement, c'est pas gravissime parce que dans notre pays de non-résidence, pas tous, mais tu as cité l'exemple de Singapour, on aurait pu citer l'exemple des Émirats Arabes Unis. Par exemple, Mhm. bah, c'est des pays, bon, je les choisis volontairement, où il y a un faible taux d'imposition. C'est Donc en vrai, fait, oui. de Mhm. facto, il y aura une imposition que de 20 plus le prélèvement social, grosso modo. Donc la fiscalité, c'est un point, mais je dirais que c'est même pas le plus gros point. Le plus gros point, et il est double. Un, c'est l'emprunt.
En France, on peut emprunter avec, quand on est non-résident, alors il faut avoir les méthodes, il faut avoir les partenaires bancaires, nous on les a, mais avec 10 à 15% d'apport. Et il n'y a aucun pays dans le monde, ou quasiment pas, dans lequel c'est possible. Tu vois? Et ça, c'est quand même exceptionnel. Ça veut Mhm. dire qu'on peut accéder à la propriété, on peut s'enrichir grâce à l'effet de levier de manière très conséquente. Et ça reste un point majeur quand on veut investir. Si on veut investir, c'est pour gagner de l'argent, pour s'enrichir, que ce soit dans le temps ou même plus rapidement, bon, après avoir à voir. Et ça va être notamment grâce à l'effet de levier. Point numéro un. Point numéro 2, d'ailleurs, sous-jacent, les taux fixes, on n'en parle pas. En France, d'ailleurs, c'est un peu de temps en temps remis en cause par la Banque Centrale Européenne, qui n'aime pas le fait que la France ait des taux fixes, mais ils sont encore là, et je pense qu'ils resteront là, je l'espère, en tout cas, mais il n'y a pas de raison que ça soit remis en cause. Mais je l'ai vu, hein, parfois, la Banque Centrale le remettait en cause, Mhm. notamment suite à l'augmentation des taux d'intérêt, ils disaient, les banques, finalement, euh, évidemment, elles ont une certaine perte, parce qu'elles ont, enfin pas une perte, mais elles ont prêté de l'argent à taux fixe, alors que le taux variable, le taux aurait augmenté, donc la banque aurait plus d'argent. Mais nos banques sont quand même très solides, finalement bien plus solides que dans beaucoup d'autres pays d'ailleurs européens. Et ça, c'est un énorme point. Dans tous les pays du monde, c'est tout le temps du taux variable ou du taux semi-variable, tu vois, qui est remis Oui. à jour tous les 4 5 ans. Mhm. Angleterre, Émirats Arabes Unis, je ne sais pas, tous les pays, la plupart des pays, c'est comme ça. Et donc là, stabilité. On parlait d'instabilité politique, mais en immobilier, en France, il y a une stabilité. Taux fixe, je dors sur mes deux oreilles, j'ai envie de dire, parce que je sais que ma mensualité n'augmentera jamais. C'est quand même incroyable. Donc, d'un côté, oui, on a une instabilité politique actuelle, momentanée, à voir ce que ça donnera dans quelques années. Je ne pense pas normalement, une instabilité, comme je l'ai dit, c'est tout le temps temporaire. En tout cas, je l'espère. Mais bon, parfois, ça peut être long, hein, la temporalité, je ne sais pas. Mais on a une stabilité immobilière de facto. Et d'ailleurs, on l'a vu pendant l'augmentation des taux d'intérêt accrus de la Banque Centrale Européenne. Il y a eu des baisses. Mais on n'a pas eu un bouleversement immobilier. On n'a pas eu des baisses de 15-20%. Ok, en moyenne, j'ai oublié la moyenne, mais elle était de. Je sais plus. Je l'ai Tu oublié. parles des prix? Des prix exactement. Je Ah, l'ai tout oublié. à fait. Elle Ouais, était. ouais. On était l'année dernière en moyenne. Non, on était à 5% hein, en moyenne. Ouais, Alors évidemment avec des disparités locales, mais en fait on était très très loin de la catastrophe, là encore annoncée et par oui, certains, qui n'hésitaient pas à parler de crash à venir sur les non. prix. Non, ça s'est pas produit, hein, mais Et donc, ce qui prouve mon point, j'ai envie de dire, c'est qu'il y a une stabilité de l'investissement immobilier en France, de par. Et d'ailleurs, on a traversé un espèce de tsunami d'intérêt, j'ai envie de dire, parce que la montée était massive. Le taux d'intérêt final ne l'est pas tant que ça, aurait été 4-5%, c'est pas un taux exacerbé, j'ai envie de dire. Et donc, quand on met les choses dans le contexte, bah voilà. Donc, ça, c'était le deuxième point. Et le troisième point, j'aime bien utiliser ce mot-là, c'est l'accessibilité. En France, on peut acheter des biens immobiliers dans certaines régions. Ça pourrait être en Bretagne, ça pourrait être. Après, ça va dépendre. Il y a des villes moyennes, même des petites villes, en fait, où le prix du mètre carré n'est pas si élevé que ça. Alors, quand on regarde à l'étranger, tu parlais de Singapour, les prix de l'immobilier, c'est l'une des villes, enfin l'un des pays où les prix immobiliers sont les plus chers au monde. Hong tout à Kong, fait. la Suisse, Luxembourg, tous Ouais. les pays en fait où la plupart des expats et des non-résidents ils habitent, l'immobilier est très très cher. Mais complètement, le commentaire dont je parlais tout à l'heure, la personne en question avait juste oublié de dire que, notamment, Singapour était vraiment dans le peloton de tête des Ah oui. villes où le mètre carré est le plus cher au monde. Voilà, donc, Voilà, ouais. enfin, donc, si on met ces deux phénomènes ensemble, à savoir l'accessibilité, donc le prix du mètre carré et l'effet de levier, c'est-à-dire qu'en fait en France, on peut énormément investir et il y a une stabilité. On l'a vu, et cette stabilité, elle existe pour deux raisons. La raison principale, c'est une demande très supérieure à l'offre, et en plus, elle ne fait que s'accroître, de par, à mon sens, euh, certaines lacunes, une fois de plus, politiques. Parce qu'en réalité, il y a plein de choses pour augmenter l'offre. Moi, demain, alors je veux pas être ministre, hein, mais sincèrement, il y a deux, trois lois et je suis sûr qu'en quelques mois, j'augmente l'offre en libérant du foncier, en facilitant par exemple la création de l'eau. Je vois parfois dans des immeubles, on pourrait créer des appartements, énormément d'appartements, sauf que tout le temps les PLU, enfin pas tous d'ailleurs,
Mais les PLU, ils vont exiger un parking supplémentaire, deux parkings Mm. supplémentaires, sauf que l'immeuble, il est collé à la rue, parce que c'est des bâtiments des années 70, etc. Et là, on pourrait libérer énormément de logements, très facilement, en fait. Et donc voilà, c'est comme ça. Mais bon, c'est ce qui maintient aussi un marché sain, j'ai envie de dire. Il faut tout le temps, idéalement, que la demande soit un peu supérieure à l'offre ou équilibrée. Il ne faut pas que ce soit exponentiel, évidemment, mais et c'est ça qui rend le marché sain. Et ce n'est pas le cas partout. À Dubaï, par exemple, je cite cet exemple-là, mais on a un marché immobilier assez fictif, je pense, du fait que oui, il y a beaucoup de millionnaires, il y a beaucoup de milliardaires. Maintenant, le jour où il y a une fiscalité qui est beaucoup moins intéressante, s'il n'y avait pas eu la guerre Ukraine-Russie, il y aurait beaucoup moins de Russes actuellement à Dubaï, les prix auraient beaucoup moins augmenté, etc. Donc en fait, c'est un marché qui n'est pas volatile, la France. C'est ce que je veux dire, en tout cas en immobilier. Mm. Et ça, quand on est investisseur, on veut quoi? On veut de la sécurité. Enfin, moi, je veux pas acheter un bien pour que demain, il double, le prix double, et puis après, le prix diminue de 2 encore. Non, on veut de la sécurité. Et à ce niveau-là, la France répond à ce besoin. En fait, il suffit d'aller voir, de comparer. Puis après, il y a d'autres modes. Dans le passé, je sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, il y a eu, je sais plus, c'était Détroit, la Floride, Chicago. Aujourd'hui, je me demande bien ce que les gens qui ont investi là-bas, qu'est-ce qu'ils en pensent. J'aimerais bien les interroger, mais on a la réponse. Après, il y a eu quoi? Il y a eu le Mexique un petit peu. Mm. Après, maintenant, il y a Dubaï. Après, il y a eu Bali. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que la mode, c'est tout le temps éphémère. C'est la vérité. Alors, je dis pas que c'est mauvais d'investir à l'étranger. Attention, je pense que moi-même, j'ai investi en une partie à l'étranger, mais dans mon pays de résidence, tout simplement, ce qui a plus de sens que aller chercher. De toute manière, quand on va tout le temps chercher le mouton à cinq pattes, le truc topissime, l'objet brillant, il y a tout le temps un loup, hein, généralement, donc fais attention. Maintenant, je suis pas forcément contre ça, mais plutôt dans une logique de diversification, quand on a déjà beaucoup emprunté, parce que c'est ça qui va vraiment nous enrichir dans l'immobilier. Et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de l'immobilier à la base, c'est l'emprunt. Mm. Donc voilà. Mm. Bon, j'ai fait une réponse longue. Non, Mais non, mais elle était argumentée et très intéressante. En fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que quelque part, il faut que les résidents français remettent un peu l'église au milieu du village, hein, et se disent, mais après tout, toutes ces critiques qui pleuvent, etc., toute cette manière extrêmement négative de voir les choses, il faut peut-être qu'on se dise que ce qui est valable pour les expatriés voulant investir en France, c'est peut-être valable aussi en premier, nous concernant, pour surtout, continuer d'investir en France. bah évidemment, c'est clair. Et Et oui, puis, admettons qu'on était dans un marché instable immobilier, ce qui n'est pas le cas, hein, ce qui n'est pas du tout le cas. Et même actuellement, on n'est pas dans un marché immobilier instable, on est dans une politique instable et une économie qui est mauvaise. Voilà. Ben, du coup, qu'est-ce qui se passe la conséquence? Enfin, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a des personnes qui ont peur d'investir, ou qui ne veulent pas investir, qui vont aller voir ailleurs. Eh bien, moi, j'ai envie de dire, tant mieux pour ceux qui veulent investir en France. Et tant pis pour les autres. C'est triste à dire, mais tu connais, comme moi, Warren Buffett. mm, Il avait dit Buy when there is blood in the streets, even if the blood is your own. Ça veut tout dire. En fait, il faut acheter, c'est cette fameuse phrase française, acheter au son du canon, c'est vendez au ça. son du violon. Eh bien, en fait, ceux qui veulent investir ailleurs, libre à eux, j'ai envie de dire, et c'est normal, et ça peut être pourquoi pas opportun. Maintenant, j'ai fait la comparaison, donc après à chacun d'en déduire ce qu'il le souhaite, mais en réalité, c'est un moment d'opportunité. Parce que, comme tu l'as dit, beaucoup de gens ont la peur. Enfin, tu l'as dit, tu l'as sous-entendu, et c'est la vérité. Hein, C'est ça. cette instabilité politique, même, tu as dit, il y a plein de gens qui veulent aller travailler à l'étranger. Bon, pourquoi pas? Ça, c'est encore un autre débat qui n'a pas vraiment. Enfin, c'est pas vraiment lié à l'immobilier, même pas du tout. Mais en effet, bah, je pense qu'il y a des grosses opportunités parce que. Et c'est ce qui s'est passé avec les taux d'intérêt quand ils ont augmenté. Bah, beaucoup moins de demandes, mais une offre toujours là. Et donc, moi, je sais qu'avec beaucoup de clients, on a négocié parfois des biens, mais c'était incroyable, hein. C'était parfois 35-30%. Alors, c'est pas une moyenne que je te dis. On est allé Bien jusque-là. sûr. Ouais. Voilà. Mais en moyenne, je pourrais pas te dire, je l'ai pas de tête, mais ça arrivait fréquemment 10, 15, 5%. Alors que dans le marché, rappelle-toi encore 2021, 2020, 2019, etc., quasiment impossible de négocier. Très difficile. Parce qu'il y avait 10 acheteurs au portillon pour un vendeur. Bah, le vendeur, moi-même, parfois j'essayais de négocier. Si je négociais trop, je perdais le bien, et puis c'était tout, et je le regrettais. Donc il fallait se conformer au marché. D'ailleurs, c'est toujours ce qu'il faut faire. Donc là, c'est un moment en réalité d'opportunité. Donc si les personnes veulent investir, bah, elles ont tout intérêt de le faire maintenant. Alors après, on peut le faire aussi voilà, à n'importe quel moment, j'ai envie de dire, mais c'est un moment très intéressant en fait.
Alors, avant d'aborder ma question suivante, sur ce phénomène de crainte, voire de peur, il y a un chiffre hein, qui est tombé ces derniers jours. Le taux d'épargne des Français vient de bondir à 19%. Déjà qu'il est assez haut, il a encore, et ça, trop d'épargne n'est jamais un signe extrêmement positif sur l'image qu'on se fait de son propre pays pour Exact. l'avenir. Voilà, donc, bon. Alors, moi, je voudrais qu'on parle un petit peu du neuf. Je vais t'expliquer pourquoi. Mhm. Déjà, moi, ça m'intéresse de savoir si ces expatriés qui veulent investir en France, ce sont des gens qui, indifféremment, sont plutôt sur une logique d'opportunité, comme tu viens de l'indiquer, et vont indistinctement sur le neuf et sur l'ancien. Est-ce qu'ils ont une préférence pour l'un ou l'autre? Et deuxième élément de ma question, on peut dire que là, il y a plutôt des vents mauvais sur le neuf depuis un moment et qu'il n'y a pas de rebondissement Ouais, à ce niveau-là. C'est le moins qu'on puisse dire. On a ouais, le Pinel qui a encore 2 semaines à peu près devant lui et après, c'est ouais, terminé. Et il n'y a pas de substitution à venir pour la suite. De toute façon, ce n'était pas prévu dans la loi de finances qui a été avortée, la ouais. loi de finances pour 2025. Bon, alors, donc, est-ce qu'il y a un intérêt quand on est expatrié pour le neuf, premier élément? Et deuxièmement, est-ce que, si c'était le cas, est-ce que la situation du neuf ne risque pas, dans les mois et les années qui viennent, de dissuader quand même l'investissement dans le neuf? Alors, est-ce qu'il y a un intérêt pour ta première question? Il y a un intérêt, mais je dirais qu'il est quand même assez. Ça reste une minorité de personnes. Et ça a toujours été le cas concernant les Ouais, personnes que tu accompagnes? ouais, ouais, toujours. Oui, Après, d'accord. je dirais Ouais. que il y a, enfin, une minorité. Bah après, elle n'est pas non plus de 5%. Je peux pas te Ouais, sortir de ouais. statistiques. Mais moi, de mon expérience et de notre expérience globale, je te dirais que ça reste une minorité. Donc, si je veux faire un ratio, il y a peut-être 15-20% des non-résidents, des expats qui sont intéressés par le neuf. Et ça va être dans deux cas de figure. Généralement. Soit c'est des personnes un peu plus âgées qui n'ont pas du tout envie de s'embêter avec les travaux. Et ça, je peux le comprendre à partir d'un Mm. certain âge. Bon, c'est vrai que est-ce qu'on a vraiment envie de le faire, etc. Et puis est-ce qu'on va chercher la petite bête au niveau fiscal, etc. À partir d'un certain âge, on n'est plus à ça près, j'ai envie de dire. Moi, un jour, j'espère, enfin, oui, oui, c'est clair, j'arriverai aussi certainement au même stade. On verra bien. Et deuxième personne, ça rejoint un petit peu ma conclusion, c'est les personnes qui veulent pas du tout s'embêter avec les travaux. Même si, en réalité, c'est d'ailleurs un mauvais raisonnement quelque part, parce qu'en fait, quand on fait du neuf, contrairement à ce qu'on croit, il y a aussi des problèmes avec les travaux hein, dans le VFA, parce que bah, il va falloir regarder si les travaux ont bien été faits. Il y a Mm, mm. souvent des réserves qui sont émises, il y a Tout à fait. souvent des petits Ouais. problèmes. Donc, en fait, c'est un petit peu un mythe. Alors oui, il n'y aura pas la gestion d'un chantier tel qu'une rénovation, mais il n'y a pas non plus, il ne faut pas croire que c'est le paradis. Donc ça reste une minorité. Maintenant, pour rebondir, et c'était peut-être ta deuxième question, est-ce qu'il y aura un attrait de plus en plus grand ou moins en moins grand vers le neuf? Je pense que dans tous les cas, ce qu'il faut bien se dire, c'est que quand on est non-résident, en fait, le neuf, d'un point de vue fiscal, n'est pas intéressant, puisqu'on n'est pas résident fiscal français. Et Mm. donc, le Pinel, bon, tu l'as dit, il lui reste 2 semaines de vie. Bah, en fait, on ne peut pas bénéficier de ces régimes fiscaux de déductibilité. Bon, tu m'as compris. On C'est peut pas, compris. on peut pas en profiter, en fait. Étant donné qu'on n'a pas de revenus en France, de revenus du travail, ces régimes fiscaux spécifiques en lien avec le neuf ne sont pas, comment dire, ne s'ouvrent pas aux non-résidents qu'on est, en fait, tout simplement. Donc, c'est pas Ouais, possible. Donc, c'est ouais. pour ça que d'un point de vue fiscal, pas intéressant. Ensuite, après, bon, ça tu sais comme moi, le neuf, c'est quand même normalement plus cher que l'ancien. Donc, voilà, c'est pour toutes ces raisons-là, il n'y a pas un énorme attrait. Alors que l'ancien, bah voilà, quand on leur explique, et la plupart des gens, quand ils mettent en perspective, ou même d'eux-mêmes, ils savent très bien que on pourra rénover, donc négocier généralement le bien, surtout dans la période actuelle, avoir un bien neuf, du coup, en tout cas rénové, et et donc pour se construire un patrimoine pérenne sur les 15 prochaines années, parce que quand on rénove, normalement, à part des petites bricoles, on n'a pas de problématique, et surtout, d'un point de vue fiscal, extrêmement intéressant, et même dans son pays de résidence, dans certains cas, alors pas tous les pays de résidence, mais des pays de résidence, au fait, quand on va faire des travaux en France, on va donc avoir un déficit comptable, comme je le disais, et ce déficit Mm. comptable, on peut le reporter dans nos revenus de notre pays de résidence, et donc se créer un déficit local,
Ça, c'est pas pour tous les pays de résidence, mais ça, c'est extrêmement intéressant en fait, hein. Ça, c'est du coup, on paye moins d'impôts sur le revenu dans son pays de résidence. Donc voilà, c'est un petit point. Donc non, le neuf, pas d'énorme intérêt, je dirais. Pas d'énorme intérêt, ou alors, enfin, moi, d'une manière générale, je ne le conseille pas, sauf certains cas spécifiques. Par exemple, je pense à un client qui s'appelle Paul Jean. Bon, bah lui, en effet, je sais plus quel âge il avait peut-être 65 ans, quelque chose comme ça. Il s'est dit, bon, moi je veux une résidence secondaire, sud de la France. Et en plus, il y a eu une très bonne affaire parce que, bah, et ça rejoint ton premier point, le promoteur n'étant pas bien, on a négocié le bien. Et c'est vrai qu'il y a eu une grosse négociation. Alors de tête, le bien était, je crois, à 1,1 million. Donc c'était un gros bien, c'était, tu vois, un Mmh, espèce de, un penthouse, comme on dit, un toit terrasse, bref. mmh. Dernier étage, très sympa. Et de mémoire, il y a eu un parking offert en plus, donc il en a eu deux. Et il l'a acheté autour de 950 000 euros. Mais bon, parce que certains promoteurs, et c'est triste, hein, mais ils vont vraiment pas bien. Et comme tu le disais, il n'y a aucun rebond du neuf. Et je ne sais pas s'il y aura un rebond dans les prochains mois ou même la prochaine année, il faut voir. Mais ça va être dur. En fait, tout ça, c'est lié aussi au taux d'intérêt. Donc il faut que les taux d'intérêt diminuent davantage. Et puis, bon, bah là, maintenant, on s'ajoute la confiance, on va dire. Donc la confiance économique. Donc, ouais, un peu compliqué, ouais, pour le neuf. Très bien. Bah, écoute Frédéric, je crois qu'on est arrivé un peu au terme de notre échange, hein, parce que voilà, on a abordé pas mal de sujets. Je vais te laisser la conclusion, mais je crois que si je synthétisais nos 40 minutes à peu près de discussion, tu vois, je vais synthétiser 40 minutes en deux phrases. Alors peut-être qu'on aurait pu faire plus court, c'est pas du tout le message que je veux faire passer, mais c'est Ouais. qu'en fait, il faut garder confiance, quoi. Il faut pas se laisser Ouais. submerger par des commentaires extrêmement négatifs. Moi, je retiens vraiment, c'est quelque chose que tu as dit dès le début. Une instabilité, c'est quelque chose qui se passe sur un temps extrêmement court. Et l'immobilier, bah, c'est pas du temps court, c'est du temps long, voire du temps très très Exactement. long. Et on n'est absolument pas sur les mêmes perspectives, sur les mêmes temporalités. Et je pense que ça, c'est sans doute ce que je retiens vraiment de tout ce qu'on a pu dire, hein. Je pense que tu vas être Ouais. assez d'accord avec cette Non, mais manière de c'est ça. voir. Tu as très bien résumé. C'est exactement ça. Il faut mettre les choses en perspective. Il faut pas se laisser guider par les émotions. Il faut raisonner. Et ça, c'est le plus important. Notamment quand on investit, et même dans la vie en général, ça nous fera toujours gagner. Donc, c'est ce qu'il faut faire exactement. Et on a vu tous les avantages. Donc, non, en réalité, je pense il faut mettre les choses en perspective. Et l'immobilier, comme j'ai dit, est très stable en France. Donc, en réalité, et même très avantageux de par l'effet de levier. Donc, en réalité, pour moi, je peux comprendre la discussion parce que c'est normal d'avoir des doutes. Maintenant, voilà, la conclusion, tu l'as faite, je fais que répéter, mais je suis d'accord avec tout ça et je pense qu'il faut vraiment faire attention à pas se laisser guider, comme j'ai dit, par l'instantanéité qui nous fait défaut, en fait, qui va nous faire faire des erreurs, pardon. Ouais. Ouais. Cela dit, ma conclusion se basait sur quelque chose que tu avais dit. Toi, Oui, rendons oui, à oui, oui. César, quand même. Ouais, Rendons ça, à je t'ai César. demandé ce que tu en pensais, mais c'est vrai que Ouais, tout à c'est fait. moi ce Voilà. que j'en pense. Alors, excuse-moi, je voulais pas. Donc Donc bien. les auditeurs, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ne vous en prenez surtout pas à Eric. Pas de compte de Singapour, ça serait sympa. Il faut être sympa, de toute manière, ça sert à rien de se prendre la tête. Chacun a son opinion. Et Tout à puis, fait. c'est une discussion, tout simplement. Il n'y a pas de. Parfois, voilà, c'est aussi simple que ça. Bien. Eh ben Frédéric, merci et à très bientôt. À très bientôt, Eric. Très bonne journée à toi et merci encore.